Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Aujourd'hui, c'est le 1er avril, on en profite pour faire une annonce un peu importante qui n'est pas du tout un poisson d'avril. Je répète, c'est pas un poisson d'avril. La quotidienne condensée s'arrête. Mais déjà, la quotidienne sur Twitch tous les matins continue et notre quotidienne va passer en hebdomadaire. Pourquoi? Eh bien parce que cette quotidienne nous prend du temps et que malgré vos vues régulières et vos gentils soutiens dans les commentaires, eh bien on fait pas assez de vues et on doit faire des choix. Donc on va passer pour l'instant en hebdomadaire et puis on verra pour la suite. Promis, c'est pas un poisson d'avril. Maintenant, on commence avec l'émission et on commence avec un poisson d'avril. Rappelez-vous, l'année dernière, il y avait un ingénieur qui s'appelait Ken Pilonel qui avait inventé le premier iPhone avec un port USB-C en disant on en a marre qu'Apple ne sorte pas un téléphone avec un port universel, contrairement à tous les autres téléphones du marché. Eh bien, il l'avait sorti, il était fonctionnel, il l'avait même vendu aux enchères. Ken Pilonel est de retour cette année pour un nouveau poisson d'avril, beaucoup plus drôle, puisqu'il a sorti le premier téléphone Android avec un port Lightning. Voilà, c'est vraiment le téléphone que personne ne veut avoir, mais il est fonctionnel, il charge, il gère du data, et notre cher ingénieur bidouilleur a bien galéré pour le faire. Voilà, donc si vous faites partie des personnes qui rêveraient d'avoir un téléphone Android avec un port propriétaire Apple, eh bien écoutez, faites-nous signe. Et puis surtout, c'est le moment de démarrer une petite thérapie. Voilà, ça vous fera du bien dans la vie. On enchaîne avec l'actu tech un peu plus sérieuse maintenant. Non, je ne ferai pas tous les poissons d'avril d'aujourd'hui, sinon on va pas s'arrêter. On va parler de Leica, la marque allemande qui a sorti son nouveau boîtier, je vous rappelle le M11. Nous l'avons testé, ce beau joujou de 8350 € boîtier nu, eh bien reste un modèle de finition, de raffinement, de luxe et puis aussi de qualité d'image. C'est une bonne nouvelle. Pour le reste, il faudra évidemment repasser puisqu'on reste sur un appareil photo minimaliste, sans mode vidéo, sans aide et autres fonctionnalités exotiques comme aiment le faire les constructeurs japonais. Si pour vous 8350 € ce n'était pas assez pour un boîtier, peut-être que vous pourriez mettre un peu plus d'1 million d'euros, on ne sait même pas jusqu'où ça va aller, pour un Leica Zero Series, les tout premiers appareils de la marque allemande. Eh bien, un des exemplaires était mis en vente aux enchères. Il faudra mettre beaucoup d'argent pour ce petit bout de photo et surtout ce petit bout d'histoire. Passons maintenant à Apple et aux nombreuses rumeurs Apple, puisque ça ne s'arrête jamais chez le géant américain. Et on commence avec l'iPhone avec des rumeurs contradictoires. Une rumeur parlait d'un iPhone 14 qui sortirait et qui serait 100% plat. Et on a désormais une rumeur un peu contradictoire qui vient de notre cher Ming-Chi Kuo qui explique que justement, ça sera dur de faire un iPhone plat puisque normalement, l'îlot photo, l'ensemble des modules photo seront encore plus épais que ceux de l'iPhone 13 qui étaient plus épais que ceux de l'iPhone 12, etc. C'est-à-dire que normalement, avec un capteur encore plus grand de 48 millions de pixels, on passera enfin à 48 millions de pixels, eh bien, on aurait une épaisseur qui augmenterait entre 5 et 10% pour le module grand angle. Et donc la question, c'est est-ce que les iPhones de cette année seront encore plus épais parce que le module photo est encore plus épais, ou est-ce qu'ils seront encore plus épais parce que les deux rumeurs iront en même temps, ils seraient 100% plats, mais du coup, pour accommoder l'appareil photo, eh bien, ils seraient beaucoup plus épais qu'avant. À voir si on aura des gros blocs un peu plus lourds. Autre rumeur autour de l'iPhone, et ce coup-ci on parle de l'iPhone 15, littéralement, même pas de l'iPhone 14. On se demande toujours si Apple va cacher la fameuse encoche. Je vous rappelle que pour cette année, on pourra avoir une sorte de double pilule à la place de l'encoche, une double poinçon qui fait pas plaisir à tout le monde. L'année prochaine, on aurait des rumeurs d'un Face ID qui passerait enfin sous l'écran pour l'iPhone 15 Pro et enfin d'autres rumeurs qui parlent, encore une fois pour ce cher Ming-Chi Kuo, d'un Touch ID qui aurait été repoussé, un Touch ID lui aussi sous l'écran. Beaucoup de gens réclament à Apple le retour du Touch ID. On vous rappelle que Face ID reste plus sécurisé que Touch ID, mais qu'il est parfois moins pratique, et surtout notamment avec ces histoires de masque depuis 2 ans, même si je vous rappelle que les dernières mises à jour de l'iPhone permettent d'utiliser Face ID avec un masque, mais du coup, il est moins précis. Est-ce qu'il est plus précis que Touch ID? Je ne sais plus. Bon bref, pour l'instant, c'est pas pour aujourd'hui pour avoir Face ID sous l'écran ou Touch ID sous l'écran. C'est tout ce qu'il faut retenir. Dernier point et beaucoup plus rapide pour cette année, l'iPad Pro qui a été mis à jour il y a maintenant 1 an en 2021 avec le fameux processeur M1 a une grosse concurrence. Bah oui, il y a en effet un iPad Air qui désormais lui fait beaucoup d'ombre puisqu'il est moins cher, un peu plus compact et que à part l'écran sans verre, c'est bien il a le même processeur, la même puissance. On imagine désormais que l'iPad Pro devait être mis à jour avec notamment le fameux SoC, la puce M2 que l'on attend également sur les prochains ordinateurs entrée de gamme de la pomme. Passons maintenant au gros sujet du jour. Ce matin, on a longuement parlé des SUV, ces véhicules assez costauds,
tellement à la mode et tellement aussi polarisant et décrié. Alors promis, ce matin, on a aussi montré des très beaux vélos. Regardez-moi ce vélo Mercedes, regardez-moi ce vélo de chez Bianchi, mais on a surtout parlé de SUV avec, vous le voyez ici, le Skoda Enyaq Coupé RS, avec la Kia Sportage hybride rechargeable, avec bien l'arrivée aussi de l'EV9, l'énorme SUV de Kia dont on a vu le prototype il y a quelques semaines, avec le Nissan Ariya, rien à voir avec Ariya Stark, qui va arriver lui à 46 000 €, avec le eNY1 de Honda qui arriverait lui dans un peu moins d'1 an. Mais ce qui nous a surtout intéressé, c'était des SUV assez exceptionnels avec 3 marques de supercars qui ont lancé leur modèle. On commence par Maserati qui a lancé le Greckel et le Greckel Folgore qui sont bien des SUV compacts de la marque italienne qui viennent dans la foulée de la Gran Turismo, la super car de la maison. Et on a aussi, plus étonnant, Lotus qui a lancé l'Electre. Encore une fois, je vous rappelle, Lotus, tous leurs modèles commencent par un E. Mais ici, c'est marrant de sortir un autre SUV jaune, comme chez Maserati. Et enfin, tout le monde l'attendait. Enfin, je ne sais pas si tout le monde l'attendait. Les puristes, peut-être pas, mais les nouveaux clients, énormément. Ferrari a enfin décidé de mettre fin au suspense et au tabou. Ferrari va bien lancer un SUV. On n'a qu'un teaser pour l'instant, mais vous imaginez bien que les carnets de précommande ont dû se remplir à vitesse grand V lorsque l'on voit notamment les ventes des SUV de chez Porsche ou même de chez Lamborghini avec leur excessif Urus. Bon, si vous avez vu des SUV que vous trouvez peut-être beaux, regardez celui-là qui est un monstre, mais c'est un vrai SUV. C'est un Hummer qui s'appelle le Hummer X3. Pourquoi ? Parce qu'il est 3 fois plus grand qu'un Hummer X1, tout simplement, et que c'est un Hummer fonctionnel. L'astuce, c'est très simple, ils ont mis un moteur de Hummer dans chaque roue pour monter à 32 km/h. Alors, bonne nouvelle, on va pas faire exploser la planète tout de suite, ça va arriver c'est sûr, mais ce Hummer ne va que très peu rouler, il est surtout fait pour aller dans le musée personnel de son propriétaire, le cheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, qui le mettra dans son petit musée personnel, oui, puisqu'il a littéralement un musée des 4x4 chez lui. Voilà, ça se met plutôt bien côté SUV. Allez, on arrête avec les SUV, on passe maintenant un petit peu à la suite avec un peu de gaming. Et une mauvaise nouvelle, et normalement ce n'est pas un poisson d'avril, mais l'E3 est tout simplement annulé. Non, c'est pas l'E3 est annulé en physique pour faire encore un E3 un peu éclaté entre diverses conférences. Non, l'E3 est littéralement annulé, même en digital. Donc cette année, on aura, j'imagine, un conglomérat de petites conférences plus ou moins indépendantes ou un Summer of Game de ce cher Geoff Keighley. Mais évidemment c'est une grande victoire pour lui et une grosse déception et une défaite pour l'ESA qui galère depuis des années avec le 3 et on a l'impression que ce petit au revoir ressemble à un adieu. Autre point gaming qui nous intéressera beaucoup plus que cette E3 qui va être dispatchée un peu partout, c'est une rumeur remontée par Windows Central qui nous explique que Microsoft va peut-être faire en sorte que le Game Pass est enfin l'option que tout le monde attendait. C'est quoi l'option que tout le monde attend ? C'est l'option pour avoir un forfait familial, un peu comme pour Netflix, Spotify, etc. Je vous rappelle que nous sommes tous désormais les frères et les cousins et les sœurs et les papas les uns des autres pour payer moins cher. Alors que Sony avait à peine déguédé un PlayStation Plus un peu mou, on va pas se mentir, Sony contre-attaquerait déjà avec l'offre qui rendrait le Game Pass absolument killer parce que vous imaginez que pour, j'imagine, 20 ou 25 $, vous ayez un Game Pass qui se divise en, 3, 4 ou 5 personnes. Microsoft tuerait littéralement le game dans la foulée. On termine cette émission avec des news un peu du futur et de l'espace et on commence avec le cher MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, vient de montrer, regardez, une bestiole un peu bizarre qui court un peu bizarrement. C'est un petit robot quadrupède et vous savez, il a une manière de courir très rapidement mais de manière pas très gracieuse. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs du MIT ont découvert que pour faire en sorte que leur robot se déplace plus vite et sur des surfaces, vous voyez, extrêmement diverses comme des graviers, de la neige, de la terre, des terrains mous, etc., ils mettaient beaucoup de temps à leur apprendre des mouvements des animaux, mouvements que ces robots n'arrivaient jamais à reproduire totalement ou alors avec une certaine lenteur. Pensez à notamment Spot que nous avons rencontré il y a quelques jours. Ils ont trouvé une solution. Ils ont éduqué leur robot avec une intelligence artificielle qui a elle-même découvert les terrains, l'irrégularité, la mollesse, l'effondrement, etc., les effets de molécules, et a décidé de s'adapter par elle-même sans l'aide d'humains. Donc ce que vous voyez ici, c'est un robot qui a littéralement appris à se déplacer sans mimer aucun animal vivant ou aucun humain sans l'aide de personne. C'est un peu flippant, c'est pas très élégant, mais le but avoué du MIT c'était de voir si c'était plus efficace et plus rapide. C'est fait, voilà. C'est bientôt la fin de notre règne, je vous le rappelle. Justement, si c'est bientôt la fin de notre règne, préparons-nous à la fin du monde, voilà, parce que c'est la fin de cette émission, avec un ingénieur réseau qui a créé l'Internet pour le jour où Internet tombera, tout simplement. Et oui, sur le subreddit de Reddit Preppers, donc je vous rappelle, les Preppers sont des gens qui se préparent à la fin du monde ou à l'apocalypse, soit une révolution, il y en a un
qui est spécialisé dans la mise en place de réseaux pour des régions isolées, notamment dans les campagnes américaines, et bien qui a créé littéralement un nouveau protocole. Oui, tout simplement. Il a été interviewé par Vice pour plus de détails, et son protocole s'appelle Reticulum, mais en fait c'est quasiment un protocole pour créer des protocoles. Le but du jeu, c'est d'avoir une technologie qui ressemble à l'IP de l'Internet que tout le monde connaît, hein, voilà, l'Internet protocole. Mais ce dernier, en fait, serait extrêmement résilient, basé sur la vie privée, et pourrait se déployer avec n'importe quelle technologie et n'importe quel autre protocole. Ça veut dire qu'en gros, si vous téléchargez Reticulum, eh bien, vous pouvez créer votre protocole qui marchera avec tous les autres protocoles de Reticulum et qui pourra marcher avec un fil de cuivre, avec la radio, avec du Wi-Fi, etc. etc. C'est assez passionnant et son invention eh bien, a attiré pas mal de monde. Et allez lire du coup son post sur Reddit et cette interview sur Vice où il explique un peu eh bien, la philosophie derrière pour avoir eh bien, aujourd'hui des internets qui ne sont pas dépendants de grosses FAI mais que tout le monde pourrait mettre en place et qui évidemment pourraient communiquer les uns avec les autres de manière extrêmement efficace et résiliente. L'invention peut apparaître amusante, mais bon, si demain c'est la guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, on aura peut-être besoin de Reticulum parce qu'on n'aura plus d'IP tout simplement. Justement, entre les États-Unis et la Russie, passons et terminons dans l'espace avec une petite bonne nouvelle. Depuis quelques semaines, je vous rappelle, et l'invasion russe de l'Ukraine, il y a un petit pays qui résiste, c'est l'espace, et notamment la station internationale, l'ISS. Eh bien, ça se passe plutôt bien là-haut entre tous les pays qui collaborent. Et je vous rappelle que le papa et la maman de l'ISS, c'est la Russie et les États-Unis. Et la Russie qui a annoncé qu'ils vont continuer d'entretenir des relations et de s'investir dans l'ISS au moins jusqu'à 2030. On vous rappelle que l'ISS est également en fin de vie. Voilà, c'était une petite lueur d'espoir dans l'espace, alors que c'est un peu plus triste sur Terre. Et puis, pour terminer, si vraiment un jour la civilisation humaine devait s'arrêter comme cette émission, eh bien nous aurons peut-être un message envoyé dans l'espace à nos amis les extraterrestres, puisque je vous rappelle qu'il y a 48 ans, bientôt 50 ans, à Puerto Rico, un satellite a envoyé le premier message de l'humanité vers l'espace en espérant que eh bien, quelqu'un arriverait à capter cela. Depuis, il y a divers messages qui ont été envoyés dans des navettes, des satellites, etc. etc. Eh bien, cette année, des ingénieurs de la NASA ont mis à jour le message que l'on pourrait envoyer aux aliens et qui pourrait être peut-être déchiffrable et compréhensible pour les aliens. Ce dernier est envoyé en binaire puisque selon eux, c'est la forme la plus simple de compréhension. Je vous rappelle, binaire 1-0, blanc-noir, vide, plein. Et c'est un message de 13 pages qui montre eh bien, notamment notre système justement binaire et décimal, qui montre les mathématiques, qui montre la physique, qui montre la biologie, et les fans eh bien, de pixel art et de rétro gaming seront fans puisque ça montre aussi un schéma de l'homme et de la femme et de la gravité et aussi de notre ADN, voilà, en petits pixels. Un jour, si la Terre a disparu, si on n'a plus Internet, si on n'a plus de SUV, si la Russie et les États-Unis se sont foutus sur la tronche, on aura peut-être des petites images de nous en basse résolution. Sur ce, je vous laisse passer un très bon week-end et du coup on se retrouve dès lundi pour un live évidemment avec la quotidienne 11h30 et pour la prochaine condensée vendredi prochain parce qu'elle passera en hebdomadaire. A très vite et encore merci à tous.